1914. Un silence opaque monte des terres ravagées. Un silence comme seule la guerre en connaît. Attente angoissante avant l'assaut. Les hommes bondissent sous le feu de l'époque. Silhouettes se découpant sur un désert de métal tordu et de terre éclatée, ils s'offrent aux balles sans aucune protection. Pourtant, l'artillerie est là, qui par-dessus les tranchées françaises pilonne les lignes allemandes, appuyant le mieux possible la progression pénible des fantassins. Mais ces canons, s'ils entravent l'action de l'ennemi, ne l'empêchent pas d'opposer à nos assauts un feu meurtrier qui brise leur élan. Ce qu'il faudrait, c'est une arme d'accompagnement capable d'ouvrir la voie aux fantassins, une arme qui prendrait la relève de la cavalerie. Cette cavalerie dont les charges héroïques et sanglantes sont désormais inutiles, car le cheval n'est plus en mesure de se jouer des obstacles du champ de bataille. Le bouclier sur roue répond en partie à l'impératif de la protection, mais sa lenteur en condamne l'emploi pratique. Cet engin, tout primitif qu'il soit, est en quelque sorte l'ancêtre des blindés. Il amorce l'idée de revêtir d'une carapace les véhicules routiers. Mais ni ces véhicules, ni les automitrailleuses qui leur succèdent ne s'avèrent suffisamment tout-terrain pour être utilisés comme engin d'appui direct de l'infanterie. L'univers chaotique du champ de bataille impliquait l'apparition d'un véhicule invulnérable et capable d'évoluer sur tous les terrains. Quant aux camions à patins, autre solution ingénieuse et hardie, ce n'était pas de toute évidence un engin d'avenir. Le général Estienne, créateur des blindés en France, ne voit ses efforts aboutir qu'avec l'adoption de la chenille. Les chars Saint-Chamond, puis les chars Schneider, offrent enfin à l'infanterie l'aide et la protection d'un engin capable d'écraser et de franchir les barbelés et d'appuyer sa progression avec les feux précis de son canon et de ses mitrailleuses. Malgré leur lenteur, ces chars constituaient une innovation parfaitement adaptée aux nouvelles formes de la guerre. Cet être préhistorique est le char Renault FT. Avec lui commence l'ère des blindés modernes. Léger, rapide, étonnamment maniable, le FT possède aussi la faculté de s'ébrouer dans les eaux peu profondes. Puissant et robuste, il se joue des obstacles les plus imposants. Bien armé, il ne redoute pas les tirs adverses. Avec lui, l'armée française possède la puissance de choc qui lui donnera la victoire. « 1918, la guerre est finie. Les canons sont devenus muets. Pendant 20 ans, les populations fatiguées vont connaître la paix. On ne veut plus penser à la guerre, on songe au désarmement. L'effort militaire se ralentit. Quelques nouveaux chars et automitrailleuses voient le jour. Mais la structure des unités de chars ne peut bouleverser le concept défensif de la doctrine militaire française de l'époque. De l'autre côté du Rhin, les esprits évoluent plus rapidement.
Fanatisés par un malade, les Allemands veulent effacer le traité de Versailles. Le réarmement bat son plein. Le spectre de la guerre hante à nouveau l'Europe. Les usines allemandes travaillent à un rythme accéléré. Engins blindés, munitions et armes nouvelles équipent sans relâche les unités de la Grande Revanche. Hitler croit à l'efficacité de l'arme blindée pour mener à bien ses desseins. En 1939, les Panzerdivisionen allemandes bousculent les frontières. Épaulées par l'aviation d'assaut, elles se répandent en Europe. Les nazis sont partout. Tchécoslovaquie, Pologne, Danemark, Norvège, Hollande, Luxembourg, Belgique enfin. Surprises par la rapidité foudroyante de l'offensive, les populations innocentes s'enfuient devant l'invasion. La France s'efforce de réagir. Mais malgré les progrès techniques, malgré les protestations du colonel de Gaulle, malgré la création de la division cuirassée française, la doctrine d'emploi des chars et matériel blindé a fait peu de progrès. Les unités de chars, celles équipées d'automitrailleuses et de chars légers, qui sont restés l'apanage de la cavalerie, après avoir été en grande partie neutralisées en Belgique, ne peuvent livrer que d'héroïques combats d'arrière-garde. Elles demeurent impuissantes à freiner la ruée des blindés allemands. Simultanément, les bombardements incessants des Stuka déciment les unités de chars lourds qui restent confinées dans leur unique mission de protection et d'accompagnement de l'infanterie. Franchissent le Rhin, puis la Meuse, et progressent profondément en territoire français. C'est l'armistice. Mais le pays n'est pas perdu. Tandis qu'en Angleterre, en France même, dans la clandestinité, on lutte, en Afrique du Nord, l'arme blindée se reforme. Dans des usines reconverties ou installées à la hâte, on travaille dans la fièvre pour équiper de nouvelles unités. Avec l'aide matérielle des Alliés, l'arme blindée reconstituée est revalorisée. Désormais, cavalerie et chars de combat forment une seule et même arme où s'allient harmonieusement sens de la manœuvre, goût du matériel et connaissance des autres armes. Bien équipées, bien entraînées, les premières unités blindées prêtes à combattre peuvent bientôt, sous les ordres du général Leclerc, s'illustrer victorieusement en Libye contre les chars de Rommel. Puis en Italie, sous les ordres du général Juin. L'épreuve des champs de bataille a consacré la primauté de l'arme blindée. Alliant la mobilité à la force, elle acquiert une rapidité permettant de surprendre et de dominer l'adversaire. Après les durs combats, la campagne italienne peut revivre. La ville éternelle, à son tour, est libérée. L'Italie entière est tenue par les Alliés. Rome réserve un accueil triomphal aux troupes de libération. Mais il faut aussi maintenant hisser le drapeau français à Paris. Leclerc est passé en Angleterre. La 2e DV est prête à débarquer en Normandie. Le 6 juin 1944, une flotte immense partie d'Angleterre déferle inexorablement vers la France. Une des batailles les plus gigantesques de l'histoire va être livrée.
L'aviation a réduit au silence les batteries allemandes, les commandos parachutés ont désorganisé les arrières, les troupes de choc ont pris possession du rivage et nettoyé le terrain, les blindés français peuvent débarquer. Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, est aux côtés des généraux Koenig et Leclerc qui s'apprêtent, avec l'aide des Alliés, à conduire la bataille de Normandie et la marche victorieuse sur Paris. Les combats s'enchaînent, impitoyables, et grâce à la pénétration rapide des blindés, l'offensive porte ses fruits. Tout l'Ouest est bientôt reconquis, tandis que le général Delattre remonte de Provence. Reste Paris. En quelques heures, les barricades sont devenues inutiles. L'ennemi est vaincu. La capitale fête sa libération. Les blindés labourent les vieux pavés foulés par la botte nazie. Dans la joie délirante, le peuple de Paris fête ses libérateurs. L'ennemi battu, il faut le faire capituler. Toutes les unités blindées se sont rejointes. Ensemble, elles repartent vers l'Est, avançant, infatigables, repoussant devant elles les troupes allemandes qui, harcelées sans répit, cèdent sous l'avalanche des coups portés par toutes les armes. L'ennemi bat en retraite, désemparé. Les unités disloquées ne laissent derrière elles que de tristes vestiges de la Grande Guerre. Cette guerre de 30 ans prend fin à Berlin. Et c'est à Berlin, en 1945, que le général Delattre reçoit, au nom de la France, la capitulation de l'armée allemande. Indochine. Des milliers d'hommes se battent dans des conditions pénibles. Autant que les tireurs du Viet Minh, la maladie et le climat sont ennemis. Il faut offrir à ces hommes, trop occupés à lutter contre un terrain défavorable, une protection efficace. C'est à l'arme blindée que cette tâche est confiée. Les blindés s'efforcent d'être partout où se trouve le fantassin. En Algérie, le long de la frontière tunisienne, de petites unités blindées échelonnées tout au long du barrage sont prêtes à intervenir. Une bande rebelle passe le barrage. Détectée, puis suivie au radar, sa position est connue, son itinéraire prévu. Les blindés partent aussitôt à sa rencontre et se postent en embuscade. Quel que soit le terrain, la rapidité de l'action importe avant tout. Pour ces coups de main, les unités d'intervention blindées sont idéales. Fruit de ces multiples expériences, un système blindé français rivalise aujourd'hui avec celui des grandes nations. Il se caractérise par la recherche d'armes permettant d'engager l'ennemi au plus loin, tout en esquivant ses coups par une mobilité accrue et l'adoption de profils nouveaux. Le châssis de l'AMX constitue l'ossature du système blindé français. Habillé de diverses façons, il a donné naissance à toute une gamme de matériel. Chars canons, chars missiles, véhicules de commandement, véhicules sanitaires, transport de troupes, ainsi que le char bulldozer.
ces engins sont aptes à affronter les menaces d'un conflit moderne, grâce à leur rapidité, leur maniabilité, grâce aussi à leur armement, puissant, précis, efficace. À ces matériels AMX s'ajoutent encore des automitrailleuses de conception française, EBR, AML Panhard et les chars moyens Patton de fabrication américaine. Tandis que l'arme blindée est aujourd'hui en mesure de faire face à sa double mission, engagement sur le théâtre européen et intervention pour la défense du territoire métropolitain ou des territoires extérieurs, de nouvelles études sont entreprises pour, à la lumière des expériences nucléaires françaises de Reagan, adapter les possibilités des matériels aux dangers atomiques. Le blindé apparaît donc comme l'arme moderne par excellence. Combiné avec les engins téléguidés, remarquablement mobiles, il semble appelé à jouer un rôle essentiel dans une guerre nucléaire. Il est l'image même d'une armée qui s'efforce de s'adapter, d'échapper à des structures et à des techniques sclérosées. Une armée qui, selon l'expression de Valéry, intégrée dans un monde à la recherche de lui-même, tente de vivre.